je peux pas l'expliquer plus simplement que ça. L'Europe continentale notamment, et encore plus la France, qui est même historiquement et culturellement à l'origine de cette manière de penser les phénomènes économiques, est dans un suicide complet. Théo, merci d'être là. On a parlé juste avant de contrôle des prix et tu as rapidement dit finalement que faire un contrôle des prix, c'était un petit peu comme un piège temporel avec finalement une réduction de la volatilité aujourd'hui par rapport à demain. J'ai envie de parler un peu plus ça et que tu approfondisses parce qu'il y a un paradoxe, enfin voilà, c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre une claque ou plusieurs claques, on l'a bien compris, mais il y a beaucoup de gens qui regardent par exemple ce qui se passe en Allemagne où ils n'ont pas bloqué les prix et les ménages sont vraiment en train de galérer. En France, beaucoup de mes viewers disent mais heureusement qu'on a bloqué les prix. Pendant les campagnes politiques, beaucoup de personnes, même quasiment tous les politiciens disaient on va rebloquer les prix, on va s'en tenir finalement. Beaucoup de gens ont cette illusion que on a atteint un stade où les politiciens et les régulateurs, comme ils ont mainmise sur tout le système, ils peuvent, à vida interna, je ne sais pas si on le dit comme ça, manipuler l'économie et donc il n'y a pas de souci. Et moi j'ai envie de leur dire, ils ont raison, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Enfin je veux dire, à partir du moment où tu crées de l'argent avec des taux zéro, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement plus contrôler l'économie et le répartir à travers 10 ans et éviter ainsi une crise aujourd'hui et pas faire faillite? Parce que si tu laisses les prix exploser, on va avoir des faillites aujourd'hui. Donc pourquoi, d'après toi, ce que tu nous as dit avant, faire un quota des prix et stopper une potentielle inflation par la régulation, c'est pas une bonne idée? Alors, pour répondre à ça, il faut revenir un tout petit peu à la base quand même à c'est quoi les prix et à quoi ça sert. Un prix, essentiellement, ça sert à réduire une information très complexe, à haute dimensionnalité, très riche, en une représentation de cette information qui permet d'agir. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si moi, par exemple, je dois choisir en tant que consommateur entre plusieurs décisions de consommation, entre plusieurs produits, entre acheter plutôt un peu plus de viande, un peu plus m'offrir un peu plus de vacances, etc., etc. En soi, je n'ai pas d'informations en tant qu'individu sur le coût de fabrication d'un avion, sur la disponibilité du kérosène qu'on va mettre dans cet avion pour m'envoyer à l'autre bout du monde, sur les salaires locaux, sur le coût d'opportunité qu'a le guide que je vais avoir en Égypte pour visiter les pyramides. Je n'ai pas du tout de visibilité sur les zones de pâturage qui sont aujourd'hui disponibles en France, sur les réalités économiques des éleveurs, sur les coûts d'énergie auxquels ils font face pour le transport de la viande, etc., etc. En revanche, sans avoir besoin de connaître toutes ces informations-là, je peux prendre des décisions qui incorporent ces informations juste parce qu'un signal de condensation de ces informations, qu'on appelle un prix, me permet de rationaliser entre l'un et l'autre. Et donc, finalement, le fait que les prix fluctuent, ça permet qu'on s'adapte à un monde changeant. Si par exemple, demain, vous avez par exemple un conflit géopolitique, par exemple dans une zone où il y a beaucoup de production d'énergie, d'engrais ou de choses comme ça, par exemple en Ukraine, et que vous décidiez de bloquer les prix de l'énergie, à court terme, vous allez avoir une mesure très populiste qui va contenter la plupart des gens qui vont à la pompe tous les jours pour remplir leur bagnole ou qui vont payer une facture au gaz dépendante de gaz naturel, de fioul, etc., etc. Donc à court terme, ça a l'air très bien. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez complètement décourager des producteurs énergétiques à ouvrir de nouveaux puits de pétrole. Vous allez complètement décourager des gens qui font du transport énergétique à affréter des tankers pour qu'ils aillent amener du gaz naturel et du pétrole là où on en a besoin, par exemple en Europe de l'Ouest. Vous allez complètement décourager des individus ou des entreprises à utiliser d'autres sources énergétiques qui sont devenus, à cause de l'augmentation du prix, éventuellement plus rentables à ce moment-là. Donc en fait, vous figez la situation et vous empêchez aux êtres humains de s'adapter à un changement de contexte.
le changement de contexte est réel. Il y a vraiment une guerre en Ukraine. Il y a vraiment un conflit géopolitique entre la Russie et le bloc occidental de l'OTAN qui fait que si une escalade de tension se passe et que Vladimir Poutine décide de ne plus nous livrer du pétrole, il peut le faire. Et donc, se cacher derrière son petit doigt et faire comme si cette réalité n'existait pas, ce qui encore une fois revient à bloquer le prix pour empêcher les gens de s'y adapter en ne regardant que les conséquences de court terme et en se disant je vais protéger le pouvoir d'achat de Madame Michu, c'est juste complètement idiot. C'est se dire tiens, on va faire passer la pilule à court terme pour se prendre une grande gifle dans la tête à long terme parce qu'on n'aura pas pris le temps de s'adapter entre-temps, on n'aura pas incité de nouvelles productions pétrolières, on n'aura pas incité à ce que de nouveaux méthaniers, ce que de nouveaux tankers arrivent en Europe, on n'aura pas incité d'autres gens à développer d'autres manières d'utiliser des énergies. On n'aura pas incité notamment les gens en Europe à faire des économies d'énergie. Vous avez peut-être la possibilité, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais vous avez peut-être la possibilité d'arbitrer quand vous partez en vacances ou autre, de prendre le train ou la voiture. Si à un moment donné le prix de l'essence augmente, dans certains cas, il n'y a pas d'alternative pour certaines personnes, donc ça peut effectivement être très compliqué de s'adapter, mais dans plein de situations, ça va vous indiquer que finalement, à l'échelle collective, c'est plus rationnel pour vous de prendre le train. Ou de décaler. Ou de décaler votre voyage, ou de vous dire finalement peut-être que je vais faire des vacances, je sais pas, dans le sud de la France ou je ne sais où en Bretagne, parce que ça va me revenir moins cher et quitte à payer, je sais pas, 1 500 € pour passer 3 semaines de vacances, je vais plutôt les passer là que payer 4 000 € pour aller je ne sais où dans le monde parce que le prix de l'essence a explosé, le prix du pétrole a explosé, donc le kérosène a explosé, donc le billet d'avion a explosé. C'est pas le cas parce qu'ils sont limite au plus bas les billets d'avion en ce moment. Ce qui là est un autre problème. Ensuite, il y a un deuxième aspect par rapport à ta question qui est, donc tu disais par exemple en Allemagne on n'a pas bloqué les prix et ça fait très très mal. En France on les a bloqués et ça se passe beaucoup mieux. Sauf que voilà, il y avait des élections déjà. Sauf qu'il faut voir que on a déjà dans les deux pays des prix qui sont complètement bloqués à la base. C'est-à-dire que les taux d'intérêt dans ces deux pays sont bloqués, les taux de change entre ces deux pays sont bloqués. Tous les prix dans une économie découlent du taux de change et du taux d'intérêt. Tout simplement parce que le taux de change exprime le coût d'opportunité temporelle, c'est-à-dire quel coût je supporte à produire ici plutôt qu'ailleurs, et le taux d'intérêt exprime le coût d'opportunité temporelle, c'est-à-dire finalement quel est le coût d'opportunité que je suppose à consommer maintenant plutôt que demain ou à épargner aujourd'hui plutôt que demain. Bref. Donc, le temps et l'espace sont quelque part l'environnement dans lequel se réalisent toutes les actions économiques. Donc si vous bloquez les taux de change et les taux d'intérêt, vous manipulez tous les prix. Et il se trouve qu'on est arrivé à un tel niveau de manipulation des prix par le financement de certaines réintroductions sociales par la dette, par le blocage de certains prix, par la distribution d'allocations qui ne sont jamais financées par de l'impôt, par la création d'épargne artificielle sous forme de financiarisation de différents produits d'investissement, enfin par le fiat quoi finalement, manipulation des taux d'intérêt, etc., que de toute manière, les prix, quand on les regarde comme ça à l'instant T, on dit en Allemagne ils n'ont pas bloqué les prix, en France ils ont bloqué les prix et ça se passe mieux. Non, à la base 99% des prix étaient faux dans les deux pays, 99% des prix étaient bloqués ou indirectement liés à des prix bloqués à la base. Et donc en fait non, vous avez un pays où quasiment tous les prix sont bloqués et un autre pays où encore plus de prix sont bloqués. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Allemagne va beaucoup mieux s'adapter à moyen et long terme à ce qui se passe aujourd'hui. Ça va les forcer, par exemple, à repenser leur politique de sortie du nucléaire complètement débile. Ça va les obliger à repenser la gestion de l'énergie, leur parc énergétique et même peut-être leur business model et leur business économique. Là où en France, nous, on va bloquer les prix. Donc, on va s'entêter dans la direction dans laquelle on est parti depuis je ne sais combien de décennies. On va probablement, du coup, pas inciter les gens à rationaliser leur énergie. Ou changer leur façon de vivre, tout simplement. Ou changer leur façon de vivre. Il faut comprendre que l'explosion du pétrole, c'est un changement de société. Exactement. Si vous vous adaptez pas à un monde changeant, vous allez mourir. C'est au sens propre comme au sens figuré. Je peux pas l'expliquer plus simplement que ça. L'Europe continentale notamment, et encore plus la France, qui est même historiquement et culturellement à l'origine de cette manière de penser les phénomènes économiques, est dans un suicide complet. Lorsque l'on voit, et les symptômes en sont, ce genre de blocage de prix, qui, encore une fois, très philosophiquement, reviennent au fait de dire, plutôt que de nous adapter à une réalité changeante, on va ignorer cette réalité et faire comme si elle n'existait pas.
à mon avis, dans toutes les dimensions de votre vie, individuelle, collective, amoureuse, sociale, et je ne sais quoi encore, c'est pas forcément une manière très intelligente de procéder. Voilà ce qu'ont choisi effectivement nos dirigeants. Et du coup, je ne saluerai pas la décision de la France de bloquer les prix de l'énergie ou autre. Je pense que ce qu'a fait l'Allemagne, même si on a dit qu'il y avait plein d'autres prix bloqués, etc., est peut-être un petit peu plus courageux et un petit peu plus sensible parce que ça va forcer une adaptation qui, de toute manière, est nécessaire. Encore une fois, bloquer un prix, c'est bloquer le signal d'information que nous renvoie la réalité. Vous n'avez pas changé la réalité, hein. Vous avez juste décidé d'être aveugle. C'est du déni, en fait. Est-ce que ce déni ne peut pas être rapporté à travers le temps, et si on le rapporte assez en l'échelonnant, finalement, ça disparaît, tu vois. Dans le sens où finalement, là, ok, nous, on souffrait, là, on ne souffre pas, et demain, finalement, on va souffrir. Les prochaines générations vont souffrir un petit peu plus, parce qu'on a toujours de la dette, parce que finalement, c'est à travers les années, on va payer qu'un petit peu. C'est ce que je veux dire, c'est peut-être, qu'est-ce qui te garantit de dire, là, tout de suite, ça va durer, si ça se trouve, beaucoup de politiciens disent c'est qu'une vague, l'inflation est temporaire, Madame Lagarde l'a dit encore, finalement on est sur un petit hop et ça va redescendre. Donc finalement ce qu'il faut c'est condenser ce moment de douleur au lieu d'être catastrophique et de se dire on va vraiment avoir un changement de paradigme économique. C'est juste de la logique en fait, c'est-à-dire que l'inflation était là avant la guerre en Ukraine, donc peut-être qu'effectivement ce conflit géopolitique... Voilà. Elle était peut-être encore là avant, non mais je sais qu'elle est là avant, mais c'est ce qu'ils vont te répondre dans les... Bien sûr. Alors, pour le dire différemment, du coup, si on raisonne simplement sur ces sujets-là, vous bloquez le prix de l'énergie. À un moment donné, si vous mettez par exemple le litre d'essence à la pompe à 2 € et vous le laissez à 2 €, le prix du baril que va payer le raffineur qui ensuite va le transformer en sans-plomb pour l'amener et l'acheminer jusqu'à votre station-service près de chez vous, lui, il n'est pas fixé par l'État français. Il est dépendant du contexte international, il y a des marchés de pétrole, etc. Et l'État français ne peut pas bloquer ces prix-là. Donc si lui, il paye son baril à un prix qui rend complètement non économique le fait de vendre le sans-plomb à 2 € par rapport à ses coûts et ses structures, etc., il y a bien quelqu'un qui paye quelque part. Et donc, soit c'est ce gars-là qui paye, et effectivement, au bout d'un moment, il va faire faillite et on n'aura juste plus d'essence à la pompe, super. Soit ce gars-là, en fait, il va être subventionné en général par l'État pour accepter de produire à perte. On peut dérouler et continuer à dérouler le raisonnement. Ok, comment l'État finance la perte consentie par le raffineur de pétrole ? Notamment dans un contexte où, encore une fois, parce que le prix est bloqué, on ne rationalise pas notre consommation. C'est-à-dire que parce qu'on garde le baril de pétrole à 2 €, la demande ne diminue pas et ne s'adapte pas au fait qu'il y ait une forme de pénurie énergétique en ce moment. Donc, vous allez avoir un déficit qui va se creuser, parce que ça se saurait quand même si l'État français taxait pour avoir un budget à l'équilibre. Donc, vous allez avoir un déficit qui va se creuser, pardon. Et ce déficit va devoir être payé par de l'impression monétaire parce qu'encore une fois, on n'arrive pas à avoir un budget équilibré et donc à faire en sorte que les dépenses de l'État soient égales à ses recettes, c'est-à-dire à ce qui est taxé. Sachant qu'un État ne peut pas faire faillite. Sachant qu'un État ne peut pas faire faillite. Donc du coup, vous allez avoir le résultat que l'État français, ou plutôt l'Union européenne, va imprimer de plus en plus de monnaie, que ce soit par les banques centrales ou par le système bancaire, finalement, peu importe. Et du coup, vous avez la garantie qu'on va avoir moins d'énergie, de plus en plus, des gens qui consomment toujours autant d'énergie et de plus en plus de monnaie pour payer cette énergie. Donc, parce que vous n'allez pas arrêter de vous déplacer, de vous chauffer et de manger, vous allez payer pour cette énergie. Vous allez payer avec de plus en plus de monnaie parce qu'on a créé de plus en plus de monnaie dans l'économie pour répondre à la pénurie énergétique. C'est assez logique que vous allez avoir une surenchère pour les prix de l'énergie et que donc à terme, vous allez encore plus faire monter les prix de l'énergie, encore plus créer d'inflation que si vous laissiez les structures de l'économie réelle s'adapter à cette pénurie énergétique, à la fois par de la rationalisation des consommateurs, à la fois par la création d'autres infrastructures d'extraction et de transformation énergétique, et également par des créations d'infrastructures qui vont nous permettre d'utiliser d'autres énergies différemment. Donc voilà, tout ce que j'essaye de dire, c'est que logiquement, si vous déroulez toute la chaîne de valeur de ce qui se passe à la fois du côté réel et à la fois du côté monétaire, vous allez en arriver à la conclusion logique nécessaire que le fait de bloquer les prix à court terme va faire encore plus mal à long terme que si effectivement on acceptait de les laisser à leur libre cours et donc que les gens s'adaptent à un changement de contexte.
Ok, donc on suit ta pensée. Demain, ce sera pire. Sauf que tu sais très bien que demain, l'expression anglaise c'est Kick the can down the road. On va relancer plus de dettes, on va reprendre plus d'impression monétaire parce qu'on va pas laisser que des entreprises fassent faillite. On le sait, je sais pas, c'est 40 ou 60 maintenant % d'entreprises zombies en Europe. Une entreprise zombie, c'est une société qui n'est pas rentable et qui survit simplement par un renouvellement de la dette. Donc grosso modo, au lieu de les laisser faire faillite et redistribuer le capital et les cerveaux, on reprend de la dette pour continuer à avoir des gens qui travaillent pour rien, mais parce qu'ils travaillent, ils ont un salaire, ils continuent à faire tourner l'économie, sinon ce serait le bordel. On ne laisse jamais tout ça s'écrouler parce que si ça s'écroule, c'est trop gros de tout fail, enfin c'est trop gros pour que ça arrête et donc on continue. La logique, c'est maintenant qu'on sait, on ne peut pas arrêter, maintenant qu'on sait qu'on n'a pas d'autre choix, qu'on va continuer à imprimer. C'est quoi le scénario? C'est juste une soviétisation complète, c'est du statisme, c'est un effondrement comme la série Canal+, qui est d'ailleurs très bien filmée, vous devriez tous la regarder. On en arrive où? Parce qu'on va repousser, dans 5 ans on va réimprimer plus, dans 10 ans on va refaire pareil, et chaque nouveau politicien on va dire on n'a pas d'autre choix, il faut continuer cette folie. On a une solution? Je pense qu'on va rentrer plutôt. Alors, on a une solution. En fait, il n'y a que 2 issues possibles au système dans lequel on est. C'est soit on accepte la destruction créatrice schumpeterienne, donc on libère les prix, on les laisse se refixer par le marché, et on a en tout cas l'illusion de richesse se dissipe et on va avoir un marasme économique terrible qui va pas forcément être très long parce que les prix se réajustant, ça va permettre de réallouer les ressources correctement et de repartir sur des bases saines de croissance. Mais il y a quand même une période de purge où plein de gens vont faire faillite, il va y avoir beaucoup de chômage, etc. etc. Mais c'est un peu, si vous voulez, de la même manière que vous allez par exemple devoir avoir de la fièvre pour que votre système immunitaire quelque part surchauffe et combatte les agents pathogènes qui ont été introduits dans votre corps. Et donc pendant un moment, vous allez vous sentir pas très bien, mais c'est parce que votre corps lutte contre le mal pour que vous alliez mieux. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, si je continue ma métaphore, c'est plutôt de dire non, le corps n'est pas malade, donc on va juste prendre des médicaments qui font baisser la température et on va empêcher notre système immunitaire de lutter contre le pathogène sous-jacent qui est la racine du mal. Donc ça, la première possibilité, c'est destruction créatrice. On laisse la réallocation du capital se faire, malgré la violence sociale que ça implique. Qui va être immense, mais encore une fois, on n'a pas vraiment le choix. C'est vidéo réaliste, parce que je pense que toi et moi, on a une bonne idée à quel point ça va être un massacre. Il faut, aucun politicien, aucune personne va tolérer ça. Non, bien sûr que non. Et donc, je dis pas que c'est probable, je dis juste qu'il y a logiquement 2 issues possibles. Ça, c'est l'issue pas probable, mais possible. L'issue plus probable, qui demande du courage. L'issue plus probable, mais la deuxième issue possible qui est plus probable, c'est que les banques centrales continuent à courir après les phénomènes macroéconomiques comme elles le font depuis déjà plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'elles alternent entre attention, tout le monde va faire faillite, donc je vais créer plein de monnaie pour permettre de maintenir en vie les entreprises zombies dont tu parlais. Ce qui, à ce moment-là, va créer des surplus de monnaie et donc de l'inflation. À ce moment-là, de l'inflation va se déclarer, comme on l'a vu après le Covid, et donc là, ils vont changer de narrative et dire « Non, je dois combattre l'inflation parce que ça détruit le pouvoir d'achat ». À ce moment-là, elles vont du coup remonter les taux et faire du quantitative tightening, donc réduire le rythme d'impression monétaire dans l'économie, ce qui du coup va nous ramener à la case départ et recauser des risques de faillite qui peuvent dégénérer en faillite en chaîne. À ce moment-là, elles vont réagir encore une fois à cette conjoncture et dire non, je dois sauver l'économie, et donc elles vont réimprimer de plus en plus de monnaie. Et il faut bien comprendre que dans ce mouvement, on crée de plus en plus d'amplitude. C'est-à-dire que ça crée des compressions de cycle qui font que chaque réaction des banques centrales doit donner lieu à une réaction d'amplitude encore plus grande parce que le phénomène auquel on a affaire est encore plus drastique et la quantité de misallocation de capital d'entreprises zombies est d'autant plus grande, la sensibilité au taux d'intérêt est d'autant plus grande, le leverage dans le système est d'autant plus grand, qui fait que pour sauver tout ça, pour contenir tout ça, pour contenir l'inflation, il va falloir en passer par des mesures de plus en plus drastiques. Cette deuxième issue, ce deuxième scénario plus probable, normalement la manière dont il devrait s'articuler, et c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui, si je vous le fais en simplifié, beaucoup d'impression, le Covid, on a du coup un risque, le Covid arrive,
on est on ferme l'économie mondiale pour éviter que tout le monde fasse faillite. On crée énormément de monnaie pour sauver les entreprises zombies. À ce moment-là, on réouvre l'économie et du coup, on a de l'inflation qui se déclare. Les banques centrales changent de politique monétaire et disent cette fois, ok, je vais remonter les taux pour combattre l'inflation, donc je vais réduire la quantité de monnaie nouvelle qui entre dans l'économie. À ce moment-là, on en est là. Vous allez voir une dislocation de marché dont vous n'avez juste pas idée et une quantité de faillites en chaîne que la plupart des agents de marché aujourd'hui sous-estiment complètement. Ça va être la panique et tout le monde va avoir la tête en feu et courir à travers les différentes places financières, tout ça au son des interviews médiatiques de la presse financière pour mettre tout ce monde-là face à leur irresponsabilité. Et tout le monde va implorer les banques centrales de changer de politique monétaire, le personnel politique en premier lieu. Du coup, elles vont tourner le bateau et changer leur politique monétaire. À ce moment-là, elles vont repartir en quantitative easing, en baisse des taux et en politique monétaire lâche. On va repartir de plus belle en bulle d'actifs, en hyperinflation. Donc imaginez le rebond du S&P par exemple qu'on a eu pendant le Covid. Là, ça va être la même chose mais encore pire. On va avoir encore plus d'inflation à ce moment-là, mettons par exemple dans 6 mois ou dans 1 an, elles vont faire les étonner et dire « Oh, nous avons énormément d'inflation ». Alors là, ce sera plus la faute de Poutine ou je sais pas quoi, on trouvera un autre bouc émissaire. Elles vont une fois de plus dire « Ok, on va combattre l'inflation, on va remonter les taux », bam, elles vont refaire cracher l'économie. Et vous allez avoir cette amplitude de cycle jusqu'à ce qu'on arrive en hyperinflation totale, que tout le monde perde confiance totale dans la monnaie et qu'à ce moment-là, on se retrouve à vraiment une faillite institutionnelle, c'est-à-dire une perte de confiance totale dans les structures de l'État et dans la plupart des institutions qui régentent nos vies, donc dans les chambres et les assemblées constituées, dans la démocratie elle-même, dans la monnaie souveraine, dans l'institution financière, dans les banques, et j'en passe. Et donc ce sera une situation probablement assez catastrophique et cataclysmique. C'est juste que plutôt que de l'avoir à court terme et qu'elle soit pas hyper durable non plus, et que du coup on puisse repartir sur des bases saines, on va in fine arriver à beaucoup de peine et de malheur, entre guillemets, mais en y allant par le chemin long et douloureux, et ça pourrait se matérialiser d'une manière différente, mais de toute manière ça va pas être un pique-nique, quoi. Ouais. L'autre alternative, c'est une énorme dictature avec un contrôle des prix et un rationnement. Mais même in fine, ça ne donnerait que. Ça va juste rallonger le truc. C'est la seule solution si tu veux pas. Je suis d'accord avec toi. Je pense la même chose. Hein. On pourrait avoir cette dictature, mais in fine, on finira à crever de faim et à chasser des rats dans les rues de Paris, pieds nus, les pieds dans la neige, quoi. On est complètement d'accord, mais en tout temps, on aura la dictature pour faire un semblant d'avoir essayé quelque chose. Bien sûr. Et je vous invite à regarder plusieurs charts. J'espère que j'aurai le temps de les mettre. Sinon, pour le podcast, sur mon podcast, il faut que tu regardes l'hyperinflation des Allemands et tu le regardes avec une deuxième courbe que tu m'en parallèle qui est la variation, donc le taux de variable de l'or comparé à cette monnaie. Et en fait, vous vous rendez compte que pendant cette hyperinflation, l'or, il y a eu des montées de plus de 100%, mais des baisses de moins 80%. Et de plus on va vers cette hyperinflation finale sur quelques années, de plus cette fluctuation avec l'or est haute et basse. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous les gens qui ont essayé de jouer le marché, tous les gens qui ont pris du levier, tous les gens qui étaient dedans, se sont fait wipe, mais 2-3 fois pendant cette hyperinflation. Donc c'est pas un cycle hyperinflationniste, vous penserez naturellement, ça va monter jusqu'en haut et point barre. Non, en fait, ça va monter jusqu'en haut et point barre, sauf qu'entre temps, ça va monter, descendre de façon tellement drastique que ça va chambouler tout ce que vous pensez et qu'on ira mieux, on n'ira pas bien, et les gens vont faire faillite parce que justement ce levier et ses effets vont être extrêmement violents. C'est un excellent point, hein. Et effectivement, cette compression de cycle, c'est exactement de ça en fait, dont j'essayais de parler. C'est-à-dire que les actions des banques centrales créent de la volatilité. Et aujourd'hui, on voit les marchés, on voit les marchés baisser, etc. Et on se dit, ça y est, l'inflation elle va retomber, on va rentrer en récession. En fait non, on est toujours dans une période d'hyperinflation, c'est juste qu'on est dans une autre phase de l'archétype de ce cycle-là. Et effectivement, si on regarde avec un peu de granularité dans l'histoire financière les épisodes d'hyperinflation qu'il y a eu, que ce soit au Venezuela, que ce soit la République de Weimar ou j'en passe, c'est pas une montée comme ça vers le sommet de tous les prix et une destruction en ligne droite de la capacité de réserve de valeur de la monnaie, de sa capacité à conserver le pouvoir d'achat dans le temps. C'est effectivement un chemin en dents de scie
où on a des explosions inflationnistes avec des gros trous d'air dans les marchés, une réexplosion inflationniste d'amplitude supérieure, un gros trou d'air, donc les fameuses baisses de 80% dont tu parlais. Et donc tu as totalement raison effectivement de bien indiquer ça. C'est des périodes dans lesquelles c'est quasiment impossible d'essayer de s'amuser à capter les tendances et les retournements de tendance parce que c'est d'une violence et d'une amplitude telle que, en général, lorsqu'on applique du levier, lorsqu'on cherche à avoir le bon timing, on se fait recte. Ouais, majoritairement. Et beaucoup plus actuellement, hein, je reviens du Chili, comme je pense que je vous l'ai dit, je parlais avec beaucoup de gens d'Argentine. Là, ils étaient tous contents parce que ça y est, l'inflation avait baissé de 50%. Donc, par rapport au dollar, ils étaient passés, je ne sais plus les chiffres exacts, mais on va dire de 250 à 200. Et donc, on nous disait, regarde, on a une grosse baisse, là, c'est bien, c'est plus stable. Ça va bien. C'est plus stable depuis quelques temps, on n'a que 15 ou 20% d'inflation mois par mois. Mais en fait, ça, c'est simplement une période de faible volatilité comparée à dans 3 mois, quand d'un coup, ça va repartir avec du 100%. Et puis après, le 100%, tout le monde va dire c'est la fin du monde, ça va se calmer, on va retourner sur du 10%, tout le monde va dire c'est mieux, et hop, on va repartir avec du 200%. C'est extrêmement violent, et en fait, nous, on peut pas, comme tu dis, on peut pas le timer, ou du moins très peu de personnes y arrivent, et je vous déconseille d'essayer si vous n'êtes pas extrêmement à l'aise avec l'argent que vous avez essayé de perdre, la façon dont vous le faites, les outils que vous utilisez, la structure. Bref, il y a 1 milliard de variables, donc je peux que vous déconseiller de le faire, parce que finalement les gens perdent leur argent, et le meilleur conseil qu'on peut vous donner sur mon rien, c'est juste penser que ça va être très violent, et donc appliquer des solutions simples, d'où par exemple nous, ce qu'on nous dit sur la chaîne, dollar cost average, HODL. En fait, vous n'essayez même pas de vous dire, ah, Bitcoin il monte à 400 000, donc 50 000, 60 000, il redescend beaucoup, il va remonter. En fait, pensez juste que si malheureusement on a raison, heureusement, en fonction de comment vous voyez, il n'y a pas de valeur en fait, il n'y a pas de dénominé qui se met. Tu peux pas faire Bitcoin / euro parce qu'en fait, tu pourrais très bien faire l'action Apple / euro, elle montera à l'infini. Le meilleur stock, le meilleur échange, le stock marché, le meilleur indice de tous les temps, c'est celui du Zimbabwe. Les actions du Zimbabwe sont montées à des sommes astronomiques et ils faisaient du 7000% mois par mois. Ah ouais, c'est facile de faire du 7000%. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut ? Et ces choses, il faut les réaliser. C'est la même chose que vous dites, ah, je vais prendre de la dette d'un autre pays parce que leur taux d'inflation, leur taux de banque centrale est beaucoup plus haut. Exemple, encore une fois, j'étais au Chili pour information, comme ils ont de l'inflation à 14% officielle, à peu près 100% non officiel sur 2 ans, la banque centrale a monté ses taux et les taux de la banque centrale sont quasiment à 10-12. Comparé en France où Madame Lagarde a enfin dit qu'elle acceptait de remonter les taux en positif, genre les années-lumière, ou aux US où ils sont à 1,3, je sais plus, ils sont à combien. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont essayer de faire de l'arbitrage en disant, ah bah regardez, moi je vais prendre de la dette du Chili parce que les taux de rendement sont très hauts. Pareil, tout ça je peux que vous le déconseiller si vous comprenez en mode où est-ce que vous voulez mettre votre argent, parce que finalement, un taux haut au Chili ne garantit pas quoi que ce soit et vous bloquez votre capital là-bas. Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte et ce que je vais vous dire, c'est surtout faites attention si vous ne comprenez pas les actifs financiers que vous achetez. Parce que ça va être, encore une fois, malheureusement pour nous tous, chaotique et c'est pas à cause de Poutine ou le Covid, c'est à cause de 40 années de manipulation financière. Et j'ajouterais même peut-être à ça, si vous sentez que vous n'êtes pas capable d'encaisser la volatilité dont on parle et que vous avez peur de trop paniquer quand tout ça baisse, remonte, etc., essayez de prendre un petit peu de profit de temps en temps sur les montées et garder un peu de cash sous la main parce que dans ces épisodes-là, justement, puisqu'il y a beaucoup de volatilité, parfois il y a des périodes de soldes énormes qui s'annoncent. Si par exemple vous avez aujourd'hui du cash à disposition, probablement que dans les quelques mois, vous allez pouvoir accumuler du Bitcoin pas cher du tout. Idem, si vous avez par exemple eu une gestion un peu prudente vis-à-vis de vos Bitcoins, même si moi je ne conseille pas d'habitude de les vendre, peut-être que durant les 2 dernières montées fulgurantes qu'on a eues là récemment en 2021, vous avez pris un peu de profit, ce qui vous a permis d'en racheter un peu plus bas si vous avez gardé un peu de cash sous la main. Donc tout ce que je veux dire, c'est que si vous, par exemple, vous êtes convaincu que c'est une bonne chose d'avoir une bonne partie de Bitcoin dans votre portefeuille et que en même temps vous acceptez pas
la volatilité qui risque de venir avec dans ce contexte-là. Une bonne manière de diversifier votre portefeuille, ça peut être tout simplement de garder du cash sans chercher à essayer d'avoir des investissements complexes par ailleurs, des stocks, de la dette étatique ou quoi que ce soit. Pas forcément en trop grande proportion, et après il faut voir comment est-ce que vous le gardez, parce que le garder chez certaines institutions financières, ça suppose aussi un risque. Mais c'est pas une stratégie complètement débile. On peut penser plusieurs choses que tu dis, c'est très intéressant. Déjà, le cash est roi quand c'est la crise. Et même si aujourd'hui on vous dit ouais mais le cash tu perds 10% avec l'inflation, c'est vrai, mais finalement tu perds pas les X autres pourcents de la bourse, et surtout tu peux racheter et tu as une protection liquide immédiate. Deuxièmement, en effet, faites attention là où vous laissez votre cash ou vos instruments très liquides, une assurance vie va sauter plus vite qu'autre chose. Il y a des instruments financiers qui sont plus facilement confiscables par l'État que d'autres. Donc pensez également que c'est possible que du jour au lendemain, pendant cette fin endgame, on va dire, de ce qu'on parle, beaucoup de banques vont sauter, il y aura une socialisation des banques, un rassemblement des banques, pensez-le facilement. Au début du siècle, il y avait des milliers de banques. Aujourd'hui, on a littéralement 20 banques sur Terre. Enfin, ils ont toutes fait faillite à travers le temps, ils se sont reconcentrés. Donc attention là où vous laissez vos actifs. D'où l'intérêt d'avoir votre clé privée qui permet d'avoir une assurance complète face à un effondrement. Dernière chose, vendre du bitcoin, évidemment, peut-être que vous devriez quand même prendre des faux profits, surtout si vous êtes mal à l'aise. Autre chose importante, la meilleure solution pour entre guillemets, survivre à tout ce qu'on vient de décrire, si jamais ça arrive, c'est d'investir dans vous-même. Clairement. Donc investissez dans votre culture, votre capacité à générer du cash flow, peu importe la crise, à peut-être être dépendant d'un travail. Si jamais tout fait faillite, vous allez être mis dehors. Donc préparez le fait que potentiellement, même si vous pensez être stable, en fait, le jour où tout pète, vous allez probablement être viré. Désolé pour vous, mais il y a une possibilité, donc préparez ça. D'où c'est le fait d'être déjà indépendant ou autonome en énergie. Potentiellement aller dans des endroits où vous savez que si c'est le bordel, vous serez tranquille et vous n'avez pas besoin de regarder la télé pour savoir si vous avez perdu de l'argent ou pas. Investissez dans votre capacité de créer un business. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être prises en compte pour potentiellement pallier à cette volatilité. Tout simplement parce que si ça va être très chaotique, ou vous êtes au milieu de l'action, ou vous êtes à l'extrémité de l'action. Le plus vous êtes loin de ce bordel économique et financier, peut-être le mieux vous serez. Exemple, acheter de la viande à Paris comparé à acheter de la viande chez un producteur à la campagne, je peux vous garantir déjà à l'avance que quand tout va être le bordel, il y aura une grande différence entre les deux. Enfin, ça va être assez un peu là-dessus. Bien sûr, je peux co-seconder ce que tu viens de dire. C'est vrai que investir dans le fait de développer des compétences dures, dans une certaine culture et essayer justement de se donner les moyens de comprendre un peu ce qui se passe et générer de l'adaptabilité et de la résilience dans vos modes de vie, ça ne peut qu'aider vis-à-vis des temps qu'on va traverser. Vraiment. Théo, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. L'interview avec Théo reprend tout de suite pour la partie numéro 3. Vous pouvez la voir directement via l'académie.découvrebitcoin.fr. C'est le cours économie 201, introduction à l'économie autrichienne. Si vous voulez attendre, ce sera la semaine prochaine sur YouTube. Merci à vous de soutenir ce projet. Vous pouvez le faire via le e-commerce ou directement via Patreon. La façon la plus simple, la plus efficace et gratuite, c'est simplement d'en parler autour de vous. On se retrouve très bientôt. Merci à Théo, à bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.